Kalemi dans les Katanga, une carte postale de cette partie de la RDC vous sera proposée dans cette édition. Robot roulage, l'invention est RD congolaise. La recherche scientifique ne reçoit pas grand-chose pour autant, mais les génies de l'ISTA peuvent faire mieux. Antena, le journal, Solange Kwale, Pembele. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Antenne A pour vous informer. Nous commençons ce journal au Palais du Peuple où l'Assemblée nationale ne relâche pas pour activer la diplomatie parlementaire en faveur de la République démocratique du Congo. Le président Oba Minakou a reçu ce mercredi 3 juillet dans ses bureaux du Palais du Peuple l'ambassadeur sud-coréen en République démocratique du Congo, Lee Onfongo. Les concertations nationales, la construction du musée national ont été au cœur de leurs échanges, comme nous les disent Eric Izami et Blaise Lunda. Dans l'optique de renforcer l'amitié entre Séoul et Kinshasa, l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC a eu une séance de travail mercredi avec le président de l'Assemblée nationale Oba Minakou. Les diplomates sud-coréens en ont profité pour inviter les speakers de l'Assemblée nationale à visiter à son tour l'hémicycle de son pays à Séoul, en vue de redynamiser la diplomatie parlementaire et favoriser l'échange d'expériences de la démocratie entre les deux institutions. L'actualité oblige, l'ambassadeur Lee Aofong a loué l'initiative de la tenue de concertation nationale entre les forces vives de la RDC pour garantir la paix en vue du développement. Donc les assises de la consultation nationale se tiennent très bien et que finalement il y ait de conclusions qui peuvent faire en sorte que les développements politiques de ce pays aillent facilement. La Corée du Sud a promis de construire à Kinshasa, juste en face du Palais du Peuple, un musée national. Ce projet qui date depuis le début de la première législature de la Troisième République prendra corps dès décembre 2013. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a signé le 3 juillet 2013 avec Jean-Pascal Labille, ministre belge de la coopération au développement, deux conventions spécifiques de l'ordre de 31 millions d'euros. Ce document est relatif au programme de développement agricole et de désenclavement de la province du Kasaï oriental. Patricia Amouli nous en parle. Ces deux conventions signées entre Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, et Jean-Pascal Labille, ministre belge de la coopération au développement, portent essentiellement sur le programme de désenclavement de la province du Kasaï oriental, Prodecor, et le programme de développement agricole dans la même province, Prodacor. Pour que l'agriculture crée une croissance équitable et soutenue, il faut, me semble-t-il, veiller au respect de certaines conditions. Tout d'abord, l'ancrage provincial. Deuxièmement, le principe d'égalité homme-femme dans toutes les actions. Et enfin, et je sais qu'on y est très très attentif, ne pas dégrader l'environnement déjà fragilisé dans de trop nombreux endroits. Ces projets ont pour objet d'accompagner le gouvernement de la République dans des secteurs à impact social visible et direct. L'agriculture, les pistes épargnes. Il n'y a pas, pensons-nous, meilleur moyen de toucher et de changer positivement la vie des populations rurales des districts de Tshilenge, de Kabinda et de Sankuru au Kasaï oriental. La RDC et la Belgique se sont engagés à travailler ensemble pour atteindre des objectifs qui se sont assignés dans le cadre du programme indicatif de coopération 2010-2013. Par la suite, le ministre Raymond Tshibanda a conféré avec le directeur régional Afrique du PNUD, Babacar Sissé, sur le projet de coopération avec les agences de l'ONU. Le Congo vient de présenter au conseil d'administration du PNUD son document cadre d'assistance. Nous avons évoqué dans la présentation de ce document les axes de concentration du programme qui porte essentiellement sur les questions de gouvernance, les questions de pauvreté et d'environnement. Et les attentes du gouvernement par rapport à ces différents secteurs, le souci du ministre, c'est donc nous parlons d'une croissance inclusive. Il faut souligner que le PNUD s'est dit prêt à soutenir la RDC pour l'organisation de prochaines échéances électorales.
Annoncé depuis le mois de décembre 2012 lors de son message de vœux à la nation, c'est dans une ordonnance rendue publique le jeudi 27 juin à la télévision nationale que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a annoncé la création d'un forum national dénommé Concertation nationale. Mais en quoi consistera le grand rassemblement? Les réponses dans ce commentaire signé Nora Olondo Iloua et Sylvain Kapombo. Elles auront lieu à Kinshasa et les dates seront fixées par son présidium. L'objectif primordial est de réunir toutes les couches sociopolitiques de la nation afin de réfléchir et de débattre en toute liberté et sans contrainte des voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale, de renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ceci afin de mettre fin au cycle de violence dans la partie est du pays, condition fondamentale de développement de la République démocratique du Congo. Les concertations nationales auront 3 organes, à savoir l'Assemblée plénière qui sera chargée de débattre de toutes les questions inscrites à l'ordre du jour, les présidiums qui est l'organe coordonnateur qui sera constitué des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, assisté d'un secrétaire technique. Et le 3e organe sera composé des États généraux qui sera chargé de l'examen des questions soumises aux concertations nationales. Mais en attendant, les tractations pour y participer ont déjà commencé dans les différents états-majors des partis politiques. La tension qui a eu lieu hier 2 juillet à la prison centrale de Makala suite à la fouille de routine et la situation sécuritaire dans l'ensemble du territoire national sont les principaux sujets abordés ce mercredi 3 juillet au point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Mami Tambo. La MONUSCO est revenue ce mercredi sur l'incident du 2 juillet dernier au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa suite à une opération des fouilles menée par l'administration de la prison centrale de Makala. Qu'il n'y avait pas eu de victimes et que la situation avait été reprise sous contrôle des forces de défense et de sécurité congolaises. Cette mutinerie est survenue suite à une opération de fouille qui avait été décidée justement par les autorités carcérales de Makala pour vérifier éventuellement s'il n'y avait pas d'armes, que ce soit d'armes blanches ou aujourd'hui la situation est en train d'être suivie de très près par la MONUSCO. Sur le plan sécuritaire, la MONUSCO a souligné qu'au Nord Kivu, les rebelles du M23 poursuivent les exactions dans le territoire de Rutshuru, se trouvant sous leur administration. Le 30 juin, les rapports font état d'un pasteur qui a été tué par les éléments du M23 au quartier Murambi à Rutshuru Centre, alors qu'il revenait d'une séance de prière avec les patients du centre de santé local. Le même jour, les éléments du M23 qui pillaient la localité de Kabaya, située à 5 km au sud-est de Katale dans le territoire de Rutshuru, ont blessé une femme qui a été admise à l'hôpital de Rutshuru dans un état critique. Le porte-parole civil Majnoj Mounoubaï, quant à lui, a fait savoir que l'ancien chef de la MONUSCO, Roger Miss, a quitté définitivement la RDC. Son remplaçant, Martin Claubert, viendra bientôt prendre ses fonctions à Kinshasa. Allons à l'intérieur du pays pour signaler que certaines femmes déplacées des guerres et victimes de violences sexuelles au nord Katanga sont prises en charge à l'ONG Maison de la Femme à Kalemi. Elles apprennent la vannerie, la coupe et couture ainsi que la savonnerie. La formation reçue leur facilite l'auto-prise en charge. Mamitambu, commentaire. À la Maison de la Femme Kalemi, celles qui sont victimes de violences sexuelles et autres vulnérables sont réinsérées socio-économiquement grâce à des activités génératrices de revenus qu'elles apprennent comme la vannerie. Elles reçoivent aussi une formation gratuite de 6 mois en coupe et couture. Pour cette session, 15 femmes et 13 filles y sont inscrites. Nous les formons ici en coupe et couture. Nous encadrons les jeunes mamans, les jeunes filles à une formation complète. Donc elles sont là, elles savent réaliser des petits draps, des brassières, des chemises enfants et hommes, des camisoles, donc les libayas des mamans. Pour la savonnerie, les femmes victimes de violences sexuelles fabriquent les savons avec les déplacés des guerres. Et pour préparer les savons, la mesure c'est 1 kg de soude caustique. On prend ces 1 kg de soude caustique, on les met dans l'eau avec 5 tasses d'eau. On les met dans un bassin en plastique
ça va chauffer et on laisse l'acide d'abord se refroidir. Dès que l'acide va se refroidir, vous pouvez même les mettre aujourd'hui pour faire des solutions demain. Et quand ça se refroidit, vous prenez cette bouteille d'huile palmiste, vous mettez dans ces 1 kg que vous avez déjà mis dans l'eau et vous commencez à malaxer ça. Vous malaxez jusqu'à ce que la pâte va se confiner bien. Outre la formation, les victimes de violences sexuelles recrutées à Kalemi reçoivent une prise en charge holistique dans l'ensemble. La Maison de la Femme perçoit aussi l'aide des agences du système des Nations Unies. Le lac le plus poissonneux, le Tanganyika, passe par là. Kalemi, dans la province du Katanga, vit de la pêche, les infrastructures de base se meurent et sa centrale hydroélectrique est à ce jour négligée. Mami Tambou nous brosse une carte postale de cette contrée prisée de la République démocratique du Congo. Suivez. Kalemi, anciennement Albertville, est une localité et le chef-lieu du district de Tanganyika, aussi l'un des territoires de la province du Katanga. La ville est située aux abords du lac Tanganyika et compte plus de 140 000 habitants selon le recensement de 2006 avec une superficie de 30 000 km². La langue nationale parlée est le Kiswahili. La ville de Kalemi, fondée en 1892, est traversée par la rivière Lukuga, dont le pont permet le passage de véhicules et de piétons tout en respectant l'ordre d'arrivée. Cette rivière divise la ville en 2 secteurs. Le nord correspond au quartier industriel et le sud qui abrite le carrefour. La population vit principalement de l'agriculture, du petit commerce et de la pêche artisanale. À Kalemi, le taux de chômage est très élevé du fait de la faillite de grandes entreprises autrefois fonctionnelles et des mouvements de la population vers les grands centres suite aux activismes de groupes armés. Sur le plan religieux, le christianisme est dominant, suivi de l'islam. Kalemi dispose d'une prison centrale dont le nombre des détenus dépasse de loin la capacité d'accueil. Et à 120 km de Kalemi, c'est la localité de Bendera qui lie le Katmine. La situation sécuritaire laisse donc à désirer. Le chef de poste d'encadrement administratif en parle. La situation sécuritaire dans le poste de Bendera par le temps qui court est relativement calme. Sauf que nous avons quelques cas sur l'axe Mouloloa, sur la route vers Niemba, où quelques éléments non encore bien identifiés qui s'adonnent à des actes de pillage sur la route. Bendera est aussi connu pour sa chute d'eau de la rivière Kiimbi et sa centrale hydroélectrique, l'unique qui alimente Kalemi en électricité. Depuis sa création en 1952, le barrage n'a reçu aucun nouveau matériel alors qu'il est prévu 5 turbines, seulement 2 ont été installées. Voilà pourquoi 2 coupures d'électricité sont fréquentes à Kalemi. Par-dessus tout, un danger pèse sur la centrale hydroélectrique, c'est celui de l'exploitation artisanale de l'or sur la rivière Kiimbi. Le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, a lancé la campagne de communication pour les journées des vaccinations de masse et l'enregistrement des naissances ce 3 juillet 2013 au fleuve Congo Hôtel dans la commune de La Gombe. Le but de cette campagne est d'informer toutes les couches de la population sur la campagne de vaccination qui débutera ce 11 juillet 2013. Patricia Bassois et Juzen Belebele, commentaire et images. Tous les enfants doivent être vaccinés. Telle est la recommandation faite mercredi par le ministre de la Santé, Félix Kabange. Tous les enfants doivent être vaccinés. Telle est la recommandation faite mercredi par le ministre de la Santé, Félix Kabange, car il est important d'avoir une immunité collective. Ainsi, il faudra continuer à vacciner pour atteindre chaque enfant où qu'il soit. Jusqu'à ce jour, la RDC figure encore parmi les pays où on retrouve des enfants 0 dose. C'est-à-dire des enfants qui n'ont jamais eu un seul vaccin. Aujourd'hui, nous devons aller rechercher tous ces enfants. Voilà pourquoi je remercie et j'invite les gouverneurs de province, les commissaires de district, les administrateurs de territoire, les chefs coutumiers, en partant de la chefferie à la localité et aux chefs de terre, en passant par les chefs de groupement, les ONG,
les forces vives. Cette campagne de communication servira à passer le message sur la vaccination nécessaire. Il est important que nous allions dans les communautés les plus récalcitrantes, que nous allions au contact. Je ne demande pas à ce qu'on utilise la brutalité, mais j'aimerais qu'on parle avec ces personnes, qu'on parle avec les mamans, qu'on parle avec les pères de famille, qu'on parle avec les frères et sœurs pour qu'on leur dise que vacciner c'est aimer, vacciner c'est protéger. Notons que la particularité de cette campagne de vaccination qui débutera ce 11 juillet 2013 est son caractère couplé avec l'enregistrement des enfants de 0 à 90 jours. Quittons la commune de la Gombe pour celle de Limete où le robot faisant office de policier de circulation routière placé à la 13e rue de cette commune il y a quelques jours ne cesse de susciter la curiosité des passants. Fabriqué par les ingénieurs de l'ISTA, cet appareil vient renforcer le travail de la police routière. Le fonctionnement de cet engin dans ce commentaire de Nadia Koulinfouka et David Tembini. Dans les soucis des contribuer par leur intelligence dans l'avancement du pays, l'Association des ingénieurs de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA vient de fabriquer un appareil appelé robot roulage qui permet de réguler la circulation routière dans la commune de Limete. Doté de plusieurs fonctionnalités, cet appareil a la capacité de contrôler son rayon d'action jusqu'à plus de 200 mètres. Avec la modernisation de la route, aujourd'hui, on peut dire que non, les accidents routiers est devenu deuxième cause de mortalité ici chez nous, surtout dans la capitale. Et nous perdons qui? Nous perdons des adultes que l'État a besoin d'utiliser à ce moment. Donc voilà, c'était notre souci en regardant. Il y a beaucoup d'accidents qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour arrêter ce genre d'accidents? Il faut souligner par ailleurs que les robots roulages ne remplacent pas l'officier de la police routière dans l'exercice de son métier, mais il vient renforcer sa capacité de contrôler la circulation routière. Je ne pense pas qu'une machine peut remplacer un homme. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des anomalies. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui a été montée par l'homme, l'être humain. Une initiative encouragée. Si ce groupe des anciens de l'ISTA obtient des financements du gouvernement central à travers les ministères de la recherche scientifique, il pourrait fabriquer autant de robots pour toutes les villes de la RDC. Une initiative à encourager. Eh bien, passons à ce message de coordination des partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle. Eh bien, la COPEC, plateforme des partis politiques de la majorité présidentielle non représentés dans les institutions, salue avec satisfaction et patriotisme la signature et la publication de l'ordonnance convoquant les concertations nationales comme réalisation d'un engagement solennel pris devant la nation congolaise. L'ordre du jour qui aborde sans crainte et sans calcul tous les aspects de la vie politique constitue un motif d'espoir pour le peuple congolais et une occasion pour la classe politique et l'élite congolaise de se réhabiliter dans l'opinion. Et bien, dans cet ordre d'idées, il serait impensable plutôt que des hommes politiques hypothèquent l'heureuse conclusion attendue de ces assises par les préalables qui sont en réalité des sujets à examiner dans le cadre des concertations nationales afin d'assouvir un quelconque sentiment de frustration au risque d'envoyer un signal trouble et troublant qui pourrait amener l'opinion à se poser des questions sur la qualité, les vertus morales et le patriotisme de la classe politique congolaise. La COPEC saisit cette occasion pour mettre l'opinion en garde contre le risque d'imposture et d'instrumentalisation de la population pour des raisons bassement politiciennes de positionnement et d'ambition personnelle, loin des intérêts fondamentaux et des aspirations légitimes du peuple. En tout état de cause, la COPEC encourage le président Joseph Kabila Kabange dans sa quête permanente et obstinée de la cohésion nationale dans le but d'instaurer la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et conquérir la paix durable
tant recherché. La COPEC prend en outre l'engagement d'accompagner le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans cette démarche exigeante et noble. La COPEC saisit cette occasion pour féliciter les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour leur désignation à la tête du présidium devant conduire les concertations nationales. Prenant le peuple congolais à témoin, la COPEC proclame qu'elle ne peut marchander sa loyauté envers les institutions de la République qui bénéficient de la légitimité des urnes ni sa loyauté envers le peuple incarné par l'État. D'autant les dispositions légales et constitutionnelles sur base desquelles le président de la République a pris cette bienveillante initiative ne font que renforcer la légitimité des concertations nationales. Ce message est signé pour la COPEC, coordonnateur chargé de communication Alain Atundu Liongo et le coordonnateur principal Henri Petit Iala Botema. Le fauteuil présidentiel de Mohamed Morsi bouge. 6 de ses ministres ont déjà démissionné, mais n'empêche, à Kinshasa, la communauté égyptienne a fêté la révolution de juillet 1952 chez l'ambassadeur mardi dans la soirée. Le récit est de Eric Izami. Ça chauffe en Égypte, la population hurle de partout et exige à Mohamed Morsi de céder les fauteuils présidentiels. Mais à plus de 5000 km de ces pays, les ressortissants du pays des pharaons se sont retrouvés à Kinshasa chez l'ambassade. Toutes nos excuses. Je pense qu'il y a un petit problème du côté de la technique. Eh bien, nous venions donc de dire que le fauteuil du président Mohamed Morsi bouge en Égypte. 6 de ses ministres ont déjà démissionné, mais n'empêche, à Kinshasa, la capitale, la communauté égyptienne a fêté la révolution du juillet 1952 chez l'ambassadeur mardi dans la soirée. Eric Dizami pour ce commentaire. Si la régie n'est pas prête, nous pouvons donc prendre ce communiqué. Eh bien, la société d'aviation Camerco, l'Étoile du Cameroun, a le réel plaisir d'informer aux agences de voyage partenaires et à sa clientèle VIP qu'elle organise ce vendredi 5 juillet 2013 de 15h à 18h précise au restaurant Sir Harris, dans la commune de la Gombe, un atelier d'imprégnation et d'information. C'est pour prendre part à ces assises que son directeur des ventes internationales et celui du marketing et de la communication arrivent ce jeudi 4 juillet 2013 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. La participation à cet atelier se fera sur invitation. Pour rappel, c'est depuis novembre 2012 que Camerco dessert l'Afrique centrale et de l'Ouest ainsi que la ville de Paris à partir de Kinshasa tous les jeudis, mardis et dimanches. Jérôme Mine, Country Manager, République démocratique du Congo. Nous revenons cette fois-ci à l'information concernant l'Égypte. Eh bien, nous disions tout à l'heure que le fauteuil présidentiel de Mohamed Morsi bouge. 6 de ses ministres ont déjà démissionné, mais n'empêche, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la communauté égyptienne a fêté la révolution de juillet 1952 chez l'ambassadeur mardi dans la soirée. Reportage Eric Izami. Ça chauffe en Égypte, la population hurle de partout et exige à Mohamed Morsi de céder les fauteuils présidentiels. Mais à plus de 5000 km de ces pays, les ressortissants du pays des pharaons se sont retrouvés à Kinshasa chez l'ambassadeur pour célébrer le 61e anniversaire de la révolution de juillet 1952. Le contexte est tout à fait particulier. En effet, l'Égypte vibre et le peuple égyptien manifeste massivement dans les rues de toutes les villes du pays. Ces mouvements prouvent que les Égyptiens avaient décidé depuis le 25 janvier 2011 de ne plus accepter d'être manipulés.
et qu'ils sont déterminés à arracher leur droit à la liberté, la dignité et l'égalité. Le peuple égyptien qui s'est révolté contre Moubarak en 2011 à cause de l'inégalité sociale et le manque de liberté cherche aujourd'hui à mettre sa démarche envers la liberté sur la bonne voie. Avec Kinshasa, le Caire fructifie la coopération bilatérale, notamment dans la formation au sein de l'INPP. Nous avons réceptionné plusieurs conteneurs qui nous ont amené du matériel pour l'apprentissage et surtout pour les métiers de mécanique générale, l'informatique. Et ils nous ont envoyé également des experts égyptiens qui sont en train de former des Congolais qui à leur tour formeront d'autres. Donc ce sont ce qu'on appelle les formateurs. Si pour la révolution de 1952 célébrée le 2 juillet, l'opinion internationale sait tout, l'atmosphère reste tout entière sombre quant à l'issue du soulèvement populaire actuel après le passage du printemps arabe du 25 janvier 2012. Hier, mardi 2 juillet 2013, sur toute l'étendue du territoire national, un bon nombre d'écoles ont organisé la proclamation solennelle des résultats de l'année scolaire 2012-2013. Nos reporters ont fait la descente sur le terrain pour s'enquérir du déroulement de cette cérémonie dans certaines écoles de Kinshasa. Reportage signé par Popol Ziakiao. Tout est bien qui finit bien. L'année scolaire 2012-2013 est arrivée à son terme conformément au calendrier officiel établi par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui fixe la proclamation solennelle des résultats au 2 juillet 2013. Un pourcentage de réussite satisfaisant pour plusieurs écoles, en l'occurrence le collège Saint-Esprit à Livoulou dans la commune de Lemba, le complexe scolaire Nyota à Kintambo et le collège Saint-Ignace dans la commune de Mongafula. Pour le collège Saint-Esprit, la cérémonie a été marquée par le baptême de la revue scolaire par le professeur Makelele. Notre école a réalisé de façon générale un pourcentage de réussite satisfaisant. Nous ne pouvons pas oublier les exploits du collège Saint-Esprit au travers de l'élève Sinissi. La moyenne de l'école a été de 58%, comparé à la moyenne de l'école de l'année scolaire 2011-2012, qui a été de 57%. Comme pour l'année écoulée, les responsables ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes dans la joie et tout s'est bien passé. Les enfants, les parents sont très contents et que nous demandons aux parents de nous faire toujours confiance parce que nous allons toujours faire mieux. Le taux de réussite est à 80%. Nous en sommes très fiers de notre part et de la part des parents. Et nous appelons à ceux qui ont repris de ne pas s'affliger, mais ils doivent redoubler les efforts pour l'année prochaine. Les chefs d'établissement ont adressé aux parents leurs remerciements pour avoir cheminé main dans la main afin de matérialiser tous les objectifs qui se sont assignés durant l'année qui vient de s'achever. Passons à cette information sur l'association chrétienne Libala Mwinda qui a fêté cette année ses 30 ans d'existence. Dans le cadre des festivités marquant cet anniversaire, elle a organisé plusieurs activités, notamment des concerts religieux. C'était le week-end passé à son siège dans la commune de Limete, Polydongaziami. « 30 ans d'existence, ça se fête surtout pour une association chrétienne comme Libala Mwinda. En effet, pour cette dernière, accomplir 30 ans est une grâce divine, raison pour laquelle elle a organisé diverses activités commémoratives, dont des scénettes, des poèmes déclamés par les enfants des couples Libala Mwinda et des concerts religieux, des chorales Bilingue Mwinda de la paroisse Saint-Christophe et d'autres paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa. À travers cette organisation, nous traduisons le grand message. C'est celui de préparer les jeunes fiancés à se marier selon le plan du Christ, selon la conception du mariage telle que édictée par les Écritures saintes.
qui consiste à promouvoir, prélever les valeurs. À travers ces activités, Libala Mouinda vise non seulement à préparer les jeunes à se marier selon le plan du Christ Jésus, mais aussi à consolider les couples chrétiens qui en sont les membres de manière à les amener à s'ancrer sur les valeurs telles que la fidélité, le dialogue et l'unité. Place maintenant à la lecture des journaux et c'est Sylvie Fortuné-Mboula qui a commenté et sélectionné avant pour vous les journaux parus aujourd'hui. Suivez. Bonsoir, bienvenue à ces journaux de journaux. Barack Obama a appelé le voisin de la RDC à cesser de soutenir le groupe armé. La référence plus rapporte que Kinshasa salue le geste significatif du président américain. Le pays entourant le Congo doit prendre l'engagement de cesser de soutenir le groupe armé, a déclaré Barack Obama lors d'une conférence de presse le 1er juillet dans la capitale tanzanienne. Le président américain n'a cité aucun pays nommément, mais le Rwanda et l'Ouganda ont été accusés à plusieurs reprises, notamment par les experts de l'ONU. Le gouvernement congolais s'est réjoui de propos du président Obama, même si ce dernier n'a pas nommé ce voisin de la RDC. Pour Lambert Mende, le président américain s'est référé clairement à notre voisin le Rwanda à cause de la multiplicité de rapports sur la poursuite de l'aide que ce pays continue d'accorder aux forces négatives qui déstabilisent la RDC. Le vrai message d'Obama à Kabila. Pour le phare, il s'agit d'une énième mise en garde au Rwanda et à l'Ouganda, les deux voisins reconnus sponsors de forces négatives dans le 1-3. Par d'autres, le numéro 1 de l'État le plus puissant de la planète n'a pas joué franc jeu avec le peuple congolais en omettant de citer nommément les deux voisins belliqueux coupables d'atteinte à son intégrité et à sa souveraineté. S'il est vrai que Barack Obama est partisan du respect de frontières de l'État congolais et de son indépendance, il n'empêche qu'il a rappelé au gouvernement congolais à travers le premier d'entre eux leur obligation de prendre soin de son armée. Géopolis, pour sa part, s'interroge si la Tanzanie est la nouvelle puissance sous-régionale. Le prise de position courageuse du président tanzanien Jakaya Kikwete s'exprimant sur la convocation du dialogue politique entre le pouvoir Tutsi et la majorité Hutu ainsi qu'en Ouganda, cette position a provoqué le courroux du Rwanda et des plus en Ouganda. Il a fait bondir la population du président tanzanien au pays de Lumumba, mais aussi du côté des Américains, où le président Barack Obama a choisi la Tanzanie comme sa troisième et dernière étape de son périple africain. La Tanzanie, c'est d'abord une démocratie, contrairement au Rwanda et l'Ouganda, et c'est un pays en plein essor économique. Tension à Kinshasa, plus de 3 morts et une vingtaine de blessés à Makala, rapporte le dépêche de Brazzaville. Une forte tension a été observée dans la matinée d'hier au centre pénitentiaire de rééducation et de Kinshasa. À l'origine de cette situation, les refus du comité d'encadrement de la prison d'obtempérer un ordre de la nouvelle direction visant à le relever de ses fonctions. Fort de son influence sur le prisonnier qu'il gère au quotidien, les 10 comités a opposé une résistance farouche à la garde du CPRK avant d'abdiquer à la mi-journée. Des sources indépendantes relèvent que plusieurs armes blanches ont été trouvées dans les cellules. Une trentaine de prisonniers, membres du comité d'encadrement, dont le commandant général, auraient été transférés à la prison de Ndolo. D'une prison à une autre, cette fois-ci à Beni, où le guide note que 4 personnes ont été tuées et 244 détenus se sont évadés lundi 1er juillet 2013 durant l'attaque par un groupe Maï-Maï de la prison centrale Kangwayi. Après 1 heure de change,